Bonjour à tous. En pleine célébration de la semaine de la jeunesse, le durcissement des villes mortes et la terreur imposée selon la presse par les sécessionnistes ont fait la une des journaux cette semaine. Les principales villes des régions anglophones sont devenues invivables, constate le journal Mutation. Le Messager évoque des scènes de guerre vécues à Bamenda, Buea et Kumba, le jour de la célébration de la fête de la jeunesse, avec à la clé un gigantesque incendie qui a ravagé presque tout l'hôpital de district situé à Kumba. À la suite de cet incendie criminel à Kumba, le journal Le Cameroun Tribune dénonce à sa une un acte cruel et insensé qui a fait 4 morts, suscitant l'indignation au sein du corps médical, des organismes de défense des droits de l'homme, mais aussi la société civile. Alors que le gouvernement accuse une horde de séparatistes d'être à l'origine de cet incendie, la Nouvelle Expression et d'autres journaux d'expression anglaise révèlent une controverse sur les auteurs de l'acte criminel et le journal, au regard de ces villes mortes, transformé en blocus d'une dizaine de jours, la Nouvelle Expression qui déplore les images d'un Cameroun en panne et qui suscite des interrogations. Que cache l'incendie d'hôpital de Kumba? La détérioration de la situation sécuritaire traduit-elle l'impuissance du gouvernement? Où est passée la solution politique pour mettre un terme à cette flambée de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone? Alors que dans un tel contexte, le président de la République estime que la situation sécuritaire et économique est une épreuve qui doit renforcer la détermination, le courage et l'abnégation des jeunes à réussir, car le Cameroun de demain se fera avec les jeunes Camerounais. Ces propos de Paul Biya sont la une du journal Cameroun Tribune, ce journal qui souligne que dans le discours de Paul Biya aux jeunes compatriotes, le chef de l'État demande une plus grande implication des jeunes dans le secteur de la vie nationale en vue d'assurer l'émergence du Cameroun. Pour le Messager, c'est un discours vide et inconséquent d'un chef d'État qui n'a apporté aucune réponse aux besoins de 109 exprimés par une jeunesse condamnée à subir la gestion du Cameroun confisquée depuis 1960. Alors que Paul Biya invite les jeunes à s'engager dans la vie politique, la mise en détention provisoire des responsables du MRC divise la presse. D'un côté, le journal Anecdote affirme que la loi a été appliquée dans toute sa fermeté pour le cas du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses lieutenants de la résistance post-électorale à la prison. Mutation pense que tout est parti du fameux penalty de Maurice Kamto, lequel lui a attiré les foudres du régime de Yaoundé au regard des procédures entachées d'irrégularité. La Nouvelle Expression estime que ce sont des prisonniers politiques et leur incarcération a soulevé une vague d'indignation au sein de l'opposition au regard des pressions internationales. Depuis l'embastillement de Maurice Kamto, le journal Émergence s'interroge. Paul Biya a-t-il commis une erreur politique? S'interroge le journal Émergence. Dans les couloirs de la justice, l'affaire Mbengue a également alimenté la presse cette semaine à la suite d'une convocation de l'ex-ministre de la Défense devant le corps des officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial. Ces problématiques constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Fru Johnson. Bonjour. Good morning. Merci d'être avec nous ce dimanche. Thank you very much for inviting me once more. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et analyste politique. Également présent ce dimanche sur Droit de Réponse, Maître Sikati. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les augustes téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Également présent ce dimanche avec nous un autre avocat au barreau du Cameroun, militant cette fois-ci du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maître Emmanuel Pincy. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour aux millions de téléspectateurs de votre chaîne. Dans cette émission Droit de réponse ce dimanche, 2 journalistes pour également analyser cette actualité qui a été évoquée dans la presse cette semaine. D'abord, Joseph Olinga. Bonjour, Joseph.
Bonjour Cédric et bonjour aux téléspectateurs de la télévision Equinox et le droit de réponse. Vous êtes journaliste au quotidien Messager, chef d'agence pour la région Ouest et Nord-Ouest pour le quotidien Le Messager. Et le consultant de droit de réponse, éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant pour cette émission, encore au rendez-vous ce dimanche, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé, je salue tous les copanélistes ainsi que tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. D'entrée de jeu, cet incendie d'hôpital de district de Koumba qui a suscité l'indignation et a choqué l'opinion nationale de voir un hôpital presque consumé par des flammes dans la nuit du 10 au 11 février 2019. Et le sujet a été évoqué dans les colonnes du Messager, Joseph Olinga, cet hôpital de district de Koumba. Au terme de ces 10 jours de lockdown dans les régions anglophones, que s'est-il passé concrètement, selon l'enquête menée par le Messager? Que s'est-il passé? Nous nous posons des questions comme tous les Camerounais, parce que qu'un hôpital soit assiégé de la sorte pendant ce temps et que, au plan géographique, que cet hôpital soit situé à côté d'un dispositif sécuritaire, on se pose pas mal de questions. Il s'est dit plein de choses et nous pensons au Messager en fin de compte que c'est le gouvernement qui connaît la vérité dans cette affaire parce que c'est pas un secret dans les milieux de la presse. Nous sommes 3 journalistes sur ce plateau. Il n'est pas un secret que il se murmure des sources locales que on était à la recherche d'un présumé terroriste qui serait allé dans cet hôpital-là et que face au refus du personnel médical de le libérer, l'hôpital aurait été assiégé. Je le dis au conditionnel, mais je dis bien c'est des sources que nous tous journalistes avons eues de cette affaire. L'hôpital aurait été assiégé et puis nous en sommes arrivés à la scène que nous avons tous eue. Maintenant, les interprétations sont diverses et nous, au Messager, nous posons juste la question de savoir comment un hôpital qui est situé à proximité d'un dispositif sécurité aussi important a été assiégé pendant autant de temps. Ça pose quand même problème. Le gouvernement qui a réagi et évoquant une horde de sécessionnistes qui ont franchi la barrière de l'hôpital et qui sont les auteurs de cet acte criminel et odieux, selon le communiqué du ministre de la Communication évoquant comment 2 personnes malades ont été brûlées vifs dans cet incendie. Maître Fou, Johnson, comment vous réagissez quand vous voyez ces images de l'hôpital de district de Koumba être incendié en plein cœur de cette crise anglophone? When I saw the hospital burning, that is a hospital where I started my profession as a young man. I was a nurse posted from Bamenda Nursing School to Koumba General Hospital. So it touched me very seriously. So I went to find out. I wanted to be sure what is happening. It so happened that it's not the first hospital that the military has burned down. They burned down a hospital in Kounye, not very far from. Mais le gouvernement dit que ce sont des sécessionnistes qui sont à l'origine. Yes. Quels sont les éléments que vous avez pour accuser des hommes inconnus? Let me give you the facts. Just before that incident, there was a fight between the army and the Amba boys. And apparently some Amba boys were wounded. So these military people thought that they had been taken to the hospital in Koumba because the fight was in Koumba. So they went to Koumba, General Hospital, they went to the outpatient and asked to see the logbook of patients. The medical doctor refused, the nurse in charge refused. Now, they left in anger and came back. If you saw the video, you'll see where the army was inside there when the hospital was burning and they were removing a motorcycle which belongs to a staff who is a francophone serving in that hospital. Now, the Amba boys who were wounded were never brought to that hospital. Now, they decided now to burn down the hospital because they were sure
that those boys, those wounded people were in there. And it is not the first hospital that has been burnt. I can name them to you. It is not the first medical staff that have been killed by the army. Mais ces éléments sont-ils suffisants pour, bien sûr, yes, estimer que because from the population, there were no Amber Boys around that hospital. Secondly, sapeurs-pompiers, what you call sapeurs-pompiers or the fire brigade, it's not up to 2 minutes from that hospital. They did not intervene. And when they were asked, one of them said, the army stopped them. Look, let's not get carried away. The army burned down the hospital, the general hospital of Kumba. You call it hospital district. It's a general hospital that I worked in when I was small. So I know the place very well. Let me tell you. Secondly, these Amber Boys don't have the technology or the means to burn down that hospital that I know. Built with stones, it's very well constructed. And you need some kind of fire guns to be able to burn down that structure. It cannot be. What were soldiers? There were soldiers in there. If you see that video, there were soldiers in there removing a motorcycle. What were they doing in there? Why did they not call sapeurs-pompiers to save that hospital? Look, let's not listen to all these lies from the Minister of Telecommunication. It is their trade and mark. They like to lie. Look, they have burned down. That's not the only hospital we have suffered. In Banso, they burned down a health center. On en parlera dans cette émission. They burned down a health center. On y reviendra. D'abord, votre réaction, Edmond Kamgia. La nouvelle expression, on en parlait, également évoquant la controverse autour des auteurs de cet acte criminel. Mais pour le gouvernement, les responsabilités sont d'ores et déjà établies. Le gouvernement, dans son communiqué, fait savoir que c'est une horde de sécessionnistes armés qui ont fait éruption dans cet hôpital et qui sont à l'origine de cet acte criminel qui a débouché sur l'incendie de l'hôpital de district de Kumba. Monsieur Doufele, vous voyez bien qu'il y a une véritable controverse sur les causes ou sur les origines de l'incendie de l'hôpital de Kumba. Nous avons des correspondants qui sont allés sur le terrain et qui nous ont rendu fidèlement compte des informations recueillies sur le terrain, qui révèlent la controverse telle que les différents panélistes en parlent sur ce plateau. Il n'y a pas la certitude que ce soit véritablement une horde d'individus ou de bandes armées qui auraient mis le feu à cet hôpital. Mais il n'y a pas également toute la preuve que cela aurait été organisé par un groupe autre que cette horde dont parle le communiqué du ministre de la Communication. C'est pour dire qu'en réalité, il faut se méfier des informations qui nous parviennent sur le terrain en période de guerre. Il y a beaucoup de manipulations. Mais il y a des questions qu'on peut se poser. Dans quel intérêt les sécessionnistes, ou alors la horde de sécessionnistes, dans quel intérêt, quel serait leur intérêt à venir mettre le feu dans un hôpital dans lequel ils ont parfois l'habitude d'envoyer leurs blessés? Vous savez que le personnel médical soigne sans distinction, sans discrimination, et les soldats de l'armée, et les policiers, et toute autre personne, y compris des personnes qui pourraient appartenir à des bandes armées, parce qu'ils ont prêté le serment d'Hippocrate. Ils ne doivent pas distinguer qui ils doivent soigner. Ils soignent tout le monde dans un hôpital. Et d'après les faits que nous avons, et qui semblent corroborer ce que vient de dire Barista, c'est que le fait pour les personnels d'avoir tenu à ne pas donner les registres des malades qui auraient peut-être énervé les soldats qui sont arrivés sur le terrain, c'est une piste qu'il faut explorer pour comprendre ce qui a pu se passer par la suite. Alors, le gouvernement qui a insisté sur la responsabilité des groupes armés séparatistes dans cet acte criminel, Maître Emmanuel Pincy, pour autant, il y a des interrogations qui fusent au regard du dispositif sécuritaire qui entoure l'hôpital de district de Kumba, et la réaction, vous l'avez suivi sur les antennes d'Equinox du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui s'est interrogé sur le dispositif sécuritaire pour protéger les espaces publics dans les régions anglophones. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Moi, je suis très indigné par les accusations sans preuve formelles
qui sont véhiculés aussi bien par une certaine presse, et je pense notamment à ce que vient de dire Olinga là-dessus, ou bien par Maître Fous, qui a l'habitude toujours d'accuser, d'être l'accusateur sans preuve, sans avoir des éléments. Je crois que l'armée camerounaise dont vous êtes en train de parler, c'est une armée républicaine, et je m'étonne que s'il y a un blessé, on ne peut pas aller le trouver. Pourquoi brûler un hôpital s'il y a un blessé à l'intérieur? Mais c'est pas possible, il n'y a pas de 1000 lits dans ce petit hôpital. Donc c'est facile de trouver quelqu'un et on n'a pas à le faire. Et vous savez très bien que cela, si un militaire se met à brûler un hôpital, il sera fusillé. Il y a des décisions qui seront prises. Oui, on peut le fusiller. C'est des décisions très graves. Et vous savez très bien qu'à l'école, maintenant, en ce qui concerne les gendarmes et le personnel militaire, il y a des cours sur le droit de l'homme avec coefficient 5 pour passer. Et si vous passez plus d'une année en prison par une décision du tribunal militaire, votre carrière est terminée. Donc, c'est une responsabilité énorme que pourraient prendre des militaires qu'on accuse sans preuve, parce que ce n'est pas une preuve. Alors, quand John Fou dit qu'il y a une vidéo qui circule, il est le seul à avoir vu cette vidéo, et les vidéos, on sait très bien que les vidéos sont manipulées. Quand des affaires de ce type se passent, il faut parler au conditionnel, il ne faut pas être affirmatif. Moi, je suis indigné par cette affaire-là. Ce n'est pas la première fois que ceux qu'il appelle les ambazoniens brûlent. Ils sont allés brûler, on l'a vu, avant ça, à Vision, dans le Bamboutos. Vous qui êtes le représentant à l'ouest, ils ont brûlé, ils brûlent les écoles, ils brûlent tout, et c'est pas la première fois qu'ils le font. Et ce que je trouve déplorable, c'est que vous n'accusez pas ces personnes-là qui font, j'allais dire, il faut tout brûler, c'est-à-dire, comme ça ne marche pas, il faut tout brûler, il faut tout voler, et il y a ceux qui rançonnent les gens. Donc il faut s'indigner. Moi, je ne pense pas que, et là je rappelle, qu'il y a eu cet incident-là sur des personnels de l'armée qui avaient tiré sur une dame avec son enfant. Vous savez très bien qu'ils sont arrêtés, oui, et qui passent devant le tribunal militaire. Donc ça se passe comme ça. Donc il faut savoir que la justice militaire existe et elle est excessivement sévère. Il faut laisser le temps que les enquêtes se fassent. Il ne faut pas être affirmatif. Donc je ne voudrais pas qu'on jette le trouble devant les populations camerounaises, de faire croire que l'armée qui doit défendre l'intégrité territoriale, les personnes et les biens, soit là pour incendier un hôpital. Moi, je trouve ça quelque chose qui me choque énormément et je voudrais qu'on soit prudent lorsqu'on fait ce genre de déclaration. La presse a soulevé d'autres interrogations autour de l'incendie de cet hôpital de district situé à Kumba qui a fait 4 morts, notamment le dispositif sécuritaire. Maître Sikati Désiré, sur ce dispositif autour d'un hôpital qui est censé être un lieu préservé, protégé en cas de guerre. Il y a eu la Commission des droits de l'homme qui a relevé ces insuffisances dans le dispositif de protection d'un espace public aussi névralgique dans les régions anglophones. J'avoue que quand j'ai appris l'information sur l'incendie de ce centre hospitalier, j'ai, comme beaucoup de Camerounais, beaucoup de compatriotes, été attristé de voir qu'un hôpital qui est supposé servir les intérêts de tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les rebelles sécessionnistes, mais également toutes les personnes qui soutiennent le gouvernement de Yaoundé, qu'un hôpital comme celui-là puisse être mis à feu. Donc j'ai été attristé. En même temps, quand je vois la promptitude du communiqué du ministre de la Communication, alors qu'a priori, il n'y a pas une enquête crédible qui a été faite. Il n'y a pas eu du temps pour faire une enquête crédible. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas dans le cadre d'une instrumentalisation, voilà, d'une situation malheureuse à des fins politiques? Parce que voyez-vous, vous posez un vrai problème. Il y a des forces de sécurité, déjà, parce que, à écouter les journalistes qui sont sur ce plateau, il y a un travail d'investigation qui a été fait. Un travail d'investigation suppose que les journalistes se sont déportés sur les lieux, ont entendu des gens, des témoins qui ont parlé. Voilà, donc, maintenant, on peut se poser la question de savoir, à partir du moment où ce n'est pas la première fois que le gouvernement accuse les forces sécessionnistes d'avoir détruit des biens publics, on peut se poser la question de savoir comment un hôpital de cette envergure peut être resté sans aucune sécurité alentour. C'est la question que je me pose. Mais en même temps, je pense qu'il faut
quand même, j'ai écouté Maître Pensy dans son propos terminal quand il dit que des militaires qui étaient impliqués dans un assassinat pratiquement commandité par eux-mêmes ou bien par d'autres personnes. Dans la vidéo, ces militaires sont aujourd'hui dans les geôles, je ne sais où. Ça veut tout simplement dire que lui-même, il pense qu'il est possible que des militaires, voilà, peut-être des militaires qui ont agi de leur propre chef, il pense qu'il est possible que des militaires qui ont agi de leur propre chef, peut-être pour se venger de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, qu'ils aient décidé délibérément de mettre le feu. Non, maintenant, ça ne parlez pas pour moi. Je demande vous avez pris les armes. Ce que je dis, c'est que moi, je suis dans l'expectative. Quand vous parlez, les autres écoutent. Non, monsieur, ne peut pas parler pour moi. Qui n'interprète pas mes propos, je suis là. Non, je demande formellement. Je n'ai rien interprété du tout. Voilà. Vous avez dit qu'il est arrivé des moments. Ce ne sont pas les militaires. Je vous en prie, Maître Pensy. C'est pas la même chose. Mon propos. Contenez votre argumentation. Ok, bon, je parle. C'est que j'ai. Oui, je dis et je répète. Moi, je suis dans l'expectative. J'ai écouté le communiqué du ministre de la Communication. J'ai également lu la presse au cours de cette semaine qui s'achève. Mais je me rends compte qu'en fait, il est difficile de savoir à qui imputer la responsabilité de l'incendie de l'hôpital. Si on était dans un système où les enquêtes pour des incidents pareils étaient faites de façon méthodique, scientifique et objective, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Moi, je me pose toujours la question de savoir, il est possible que ce soit les sécessionnistes qui l'aient fait. Tout comme il est également possible que ce soit les forces armées qui l'aient également fait. Mais la vérité, c'est que le peuple camerounais ne saura jamais, du moins pas avant un certain temps, qui sont les véritables auteurs. Et à la fin, lorsqu'on regarde tout ça, on se pose la question de savoir, est-ce que ça ne pose pas la problématique du bien fondé de cette guerre qu'on est en train de mener? Est-ce que c'est la solution idoine pour régler ce conflit anglophone? C'est ça le vrai problème. Parce que tant que la crise va durer, vous aurez des actes comme cela. Moi, je ne vois pas sur quelle base je pourrais porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Sur les rebelles sécessionnistes, sur les forces armées du Cameroun, je ne vois pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est que des actes pareils vont se reproduire. Parce que ce n'est pas le premier. Avant cet hôpital, il y a eu l'hôpital de, je ne sais pas, c'était de Koungé. Il y en a eu. Il y a eu des écoles, il y a des entreprises qui ont été brûlées. Aujourd'hui, quand vous regardez les dits du JICAM au sujet des conséquences de la crise anglophone, on vous dit que pratiquement 300 milliards de francs de pertes en l'espace d'un an, depuis le commencement de la crise anglophone. On a 80% de chute, voilà, du commerce du cacao à cause de la crise anglophone. Donc, je pense que le vrai problème que pose l'incendie de cet hôpital, c'est, une fois de plus, est-ce que la voie militaire est la solution idoine pour la crise anglophone? Est-ce qu'aujourd'hui, à partir du moment où le régime de M. Biya a, contre le gré de la majorité populaire, préférer le règlement de cette crise anglophone par la voie militaire. À partir du moment où ça fait 2 ans qu'on fait la guerre, 2 ans qu'il n'y a pas de solution, 2 ans que les gens meurent davantage, 2 ans qu'on a l'impression que la crise est en train de s'enliser. Parce que voyez-vous, si vous regardez toutes les commissions qui ont été créées, que ce soit la commission sur le bilinguisme... Oui, on parlera de cette commission tout à l'heure, mais évoquons quand même cette semaine de la jeunesse où il y a eu particulièrement 10 jours de lockdown. Maître Fou Johnson, c'était... devenu invivable selon le quotidien Mutation, Boya et Bamenda. Les populations sont restées cloîtrées chez elles durant une dizaine de jours. Et selon plusieurs journaux, c'est la terreur imposée par ces groupes armés séparatistes qui ne voulaient pas entendre parler de la célébration de la fête de la jeunesse dans cette région. Yes, let me say this. 11 February is not a celebration for us. It has never been. In fact, if there's anything, it is a day of mourning. And look, the Northwest and Southwest is at war. And if the factions fighting, they put their conditions, they put their strategy, and that's what you get. That's what you get. Why is everybody complaining about the lockdown and you're not complaining about the targeted killings by the army? The army goes into a house, kills the whole family. Children, women, and young boys. The army kills
anywhere they see any young boy, they just shoot là down. encore, ce sont des So let me tell you, déclarations it is sans a preuve jusqu'à war, ce it is a jour. war. Aucune preuve n'a été Listen, établie listen. jusqu'à ce jour. It is a sur les war. actes It is a posés war. par l'armée dans les régions It is a anglophones. war. If the people defending themselves have decided to put a strategy, that is a war strategy. So let the chips fall where they have to fall. The lockdown was done. It was done during the time that they said it would end. It ended on Thursday, and let's see where we'll go from here. That is a war strategy. I'm not sitting here to Mais au justify cas de la anything. stratégie, il y a des I'm populations not. qui souffrent. I don't know. Before the lockdown, Est-ce que c'est pris en compte dans cette stratégie-là? before the lockdown, was the population not being killed by the army? Before the lockdown, can you imagine how many young people have been shot and killed in Boya alone by the army? Can you imagine? Can you imagine that when it started by the boys? L'armée communique sur la neutralisation des groupes armés. No. Hold on. Elle n'a jamais The army kills boys who have nothing to do with the fight. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Yes, they killed two university students at Moliko. They were passing and they shot those 2 boys and killed. They killed 6 boys who were sitting in a village in Boya at I think small support playing their draft. They shot all of them and killed them. They killed people who have nothing to do with the war. They don't kill the Amber boys the way they make you believe. They kill the civilians. Go to Ikona and see how many people, how many innocent civilians have been killed. Go to Muyuka and see how many civilians by the army. They killed the Reverend Father. Il y a aussi des soldats qui tombent sur le front de guerre dans ces régions. Yes. When you are at war and you are fighting with an enemy, you should expect to take casualties. What I'm saying is that the population has nothing to do with the fight. And if you leave the person you are fighting and you are killing the population, killing women and children in villages, look at Mato, look at Kwakwa, look at all right away from Kumba to Mbonge. They killed almost everybody, burned down villages, and people are now living in the bushes. And you are telling me... Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qui a été établie officiellement sur les exactions menées par l'armée dans les régions anglophones. Pour autant, l'ambassadeur des États-Unis a réagi dans les colonnes du journal Le Messager, demandant l'ouverture d'une enquête sur cet acte criminel, l'incendie criminel de l'hôpital de district de Kumba, afin que les auteurs soient identifiés et traduits devant la justice. Cette position de l'ambassade des États-Unis qui vient plus ou moins contredire celle du gouvernement qui avait déjà affirmé que ce sont des groupes sécessionnistes responsables de cet incendie criminel. Joseph Olinga. Il faut peut-être se rappeler au passage que ce n'est pas la première sortie de l'ambassade des États-Unis dans les colonnes du Messager en l'occurrence. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, une dizaine de mois par là, il y a eu une note de renseignement militaire qui a fait le tour des réseaux sociaux et une note qui a par ailleurs été authentifiée par le Messager. La note accusait nommément les États-Unis. On a parlé dans cette note, on parle de 150 GIs américains qui seraient sur le sol camerounais pour déstabiliser le Cameroun. C'est ce qui est écrit dans cette note. Il est aussi écrit dans cette note qu'il y a des personnes dans le gouvernement qui alimentent la crise anglophone. C'est une note de renseignement lorsque j'en parle. C'est les journalistes, beaucoup de journalistes le savent, dans l'armée. Les gens le savent, on ne sait pas comment cette note s'est retrouvée dans l'espace public. Mais ce qui a été dit en réponse, personnellement, c'est moi qui avais fait cette interview-là avec le chargé culturel de l'ambassade des États-Unis, qui m'a répondu que les États-Unis n'étaient en rien concernés par ce qui se passe dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et il a dit par la suite, à une autre question que je lui ai posée, j'ai dit personnellement, il a dit que les Camerounais et le gouvernement camerounais lui-même sait ce qui se passe dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qu'ils devaient trouver des solutions à cela. Et que eux, en ce qui les concerne,
et les États-Unis, effectivement, ils ont 150 DIs au Cameroun qui sont stationnés dans la région du Septentrion à l'effet d'aider le Cameroun à contenir les attaques de Boko Haram. Ça, il a dit clairement. Et que le reste, la note, il a d'abord pris la note à témoin pour dire que la note qui a été délivrée par les renseignements militaires, je crois que c'était le BRIM 2, que cette note-là, qui dit qu'il y a des personnes dans le gouvernement et des hommes d'affaires connus qui alimentent la crise du Nord-Ouest, ces gens-là qui sont interpellés dans cette note doivent donc être interpellés pour qu'elles disent aux Camerounais la vérité. Mais malheureusement, 8 mois, 9 mois après, on n'en a pas parlé. C'est pour dire nous sommes dans une guerre nous sommes dans une manipulation incroyable et malheureusement cette manipulation-là n'a pas commencé aujourd'hui parce que je prenais un exemple en discutant avec quelqu'un hier pour lui dire qu'en réalité autant l'ethno-fascisme est utilisé par tous les acteurs politiques de tous les bords politiques, autant la manipulation dans la guerre asymétrique, en fait, dans les mouvements que nous voyons dans le nord et le sud-ouest, il y a des manipulations. Je suis quand même ravi que l'un de mes co-panélistes reconnaisse que nous avons eu des situations effectivement où il y a eu des dénonciations de ce genre-là. Et promptement, les gens sont sortis pour dire non, l'armée ne peut pas le faire. L'armée ne peut pas le faire. Nous sommes d'accord, l'armée, nous soutenons cette armée régulière là, qui participe à la protection du pays. Mais il faut reconnaître aussi qu'au sein de ce corps-là, il y a des gens qui, au motif de la guerre, se permettent parfois des choses incroyables. Et parfois, ils se permettent ces choses sans le quitus de leur hiérarchie. Mais, puisque nous sommes dans un corps, la réaction première a toujours été de les défendre. Mais nous ne pouvons pas, comme nous l'avons dit aux messagers, nous sommes partis de la question de l'hôpital des exactions qu'on a vu à l'hôpital de Kumba. En l'heure actuelle, nous, aux messagers, ayant interrogé les uns et les autres, nous ne pouvons pas déduire qu'une bande de présumés terroristes serait venue brûler cet hôpital, comme nous n'avons jamais affirmé, bien entendu, dans le quotidien Le Messager, que certaines personnes dans l'armée l'auraient fait. Mais nous nous posons une question en relation avec l'espace géographique. Comment est-ce possible que cet hôpital-là, qui est quand même à proximité d'un dispositif sécuritaire important, comment est-ce possible que pendant des heures, que des gens soient venus, qu'ils aient mis le feu, qu'ils aient empêché aux patients de sortir, et puis nous pensons aux messagers que c'est trop facile. Je suis en disant que oui, effectivement, il faut de plus en plus que nous soyons sérieux entre nos Camerounais. Et qu'on ne pense pas que sous le prétexte de porter une arme, on a le droit de vie ou de mort sur les autres. Autant, je dirais ainsi que je ne suis pas d'accord, et mon journal avec, nous ne sommes pas d'accord avec les groupes armés qui se forment pour tirer sur l'armée ou pour tirer sur les autres citoyens. Face à cet incendie criminel à l'hôpital de district de Kumba, Maître Emmanuel Pincy, vous avez suivi la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Il suggère l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs et traduire les responsables devant la justice et que les Camerounais en soient informés de manière transparente. C'est en substance les propos de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun concernant cet incendie et des interrogations qui fusent sur le dispositif sécuritaire autour de l'hôpital. Il n'y avait-il pas moyen de prévenir, de réduire ou d'éviter qu'on en arrive là? Bon, moi je n'ai pas la genèse de toute l'histoire. Je ne sais pas combien de temps le feu a duré. Peut-être que M. Linga sait si ça a duré 10 minutes ou 1 heure. Parce que quand on met le feu, ça va quand même assez vite, hein, la propagation du feu. Donc sur ce point-là, je ne voudrais pas qu'il y ait une polémique. S'agissant de la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis, c'est la loi.
À partir du moment où il y a un incendie qui est un crime, mais il y a une ouverture d'une information judiciaire. L'ambassadeur n'a pas besoin de dire qu'il faut qu'il y ait une enquête. Il enfonce une porte ouverte. C'est ce qui va se passer. Il y a des assassinats, il y a des gens qui sont brûlés dans le cadre d'un hôpital, ce qui est encore un fait aggravant. Mais comment ne voulez-vous pas qu'il y ait une enquête? Sauf qu'il y en a eu plusieurs, Maître Pincy. Non, je dis, je condamne. Il n'y a jamais eu de résultat. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de Cette semaine, nous avons fort à propos évoqué la tragédie qu'on a connue ensemble. Jusqu'à ce moment, il n'y a pas de résultat d'enquête. On a l'impression que les enquêtes au Cameroun, on les énonce juste pour des questions. Non, ne pensez pas qu'il n'y a pas eu d'enquête ensemble, parce qu'ensemble, il y a également eu des indemnisations. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Il y a eu des indemnisations des personnes. Nous parlons d'enquête. Non, mais les enquêtes se font. On ne peut pas indemniser les gens sans enquête. Évoquons maintenant, revenons sur cette affaire concernant l'hôpital de district de Kumba, au-delà de l'enquête qui n'a pas été officiellement annoncée dans le communiqué du ministre de la Communication qui a... Le ministre de la Communication n'est pas le ministre de la Défense, ce n'est pas lui, il y a les armées, c'est pas lui qui le fait, chacun ses prérogatives. Le ministre de la Communication fait une communication gouvernementale et le reste va suivre conformément à la loi. Il n'y a même pas de contradiction. Hein. Il dit, enfin pour lui, et je pense que c'est vrai, il se dit c'est pas possible que ce soit l'armée. Bon, maintenant, John Fou, qui s'est truqué à Douala, qui voit qu'il est peut-être mage, peut-être qu'il a une boule de cristal, il voit tout ce qui se passe, il appelle l'armée camerounaise les ennemis. Non, tu appelles l'armée camerounaise les ennemis, j'ai noté ça. L'armée camerounaise n'est pas ton ennemi. Alors, vous passez autant à dire que l'armée a tué ceci, a tué cela, machin, tout. Quant aux ambazoniens, ils n'ont jamais tué, ils sont simplement en légitime défense, etc. C'est bien, vous êtes leur avocat, mais n'en faites pas quand même l'avocat qui doit tout expliquer et tout faire comprendre comme s'ils sont des innocents. Vous êtes en train de véhiculer la haine entre les Camerounais. Moi, je dis ça à John Fou, qui est mon voisin, aussi bien ici que dans mon cabinet. Ce n'est pas normal que tu le fasses. Nous sommes dans une affaire où nous voulons... Quelqu'un a prononcé ici un mot en disant qu'au moment où il y a la guerre, quelles sont les solutions pour trouver pour sortir de cette situation? Je crois que c'est ça qui est important. Nous avons vu que l'option ferme de la guerre est une option qui n'est pas la meilleure au bout de 2 ans, puisque ça fait des milliards qui sont dépensés et que, semble-t-il, certaines personnes sont contentes qu'on continue à dépenser ces milliards et qu'il faudrait peut-être accepter, on va peut-être y revenir, que Monseigneur Toumi et les autres fassent cette conférence et qu'il puisse y avoir au niveau de l'Assemblée nationale un débat au Sénat, au niveau du Parlement sur cette crise anglophone. Il ne faut pas l'oublier. Et que d'autres esquisses de solutions soient trouvées. On ne peut pas continuer à faire la guerre impunément parce que ça coûte trop cher à l'armée. Je crois que c'est Sikati qui a voulu faire cette démonstration qui était bonne. Je vous en prie, mais allez-y. Je t'appelle Sikati, merci ou pas, tu es Camerounais. Alors, il a fait cette démonstration. C'est un article qui est sorti, je crois, dans Mutation, que j'ai lu. Il y a 475 000 Camerounais qui se sont déplacés. Il y a une perte inconsumérable au niveau... Il y a un demi-point du PIB en 2017, 2018, quelque chose. 437 000. 437 500. Alors, oui, quand on a ce tableau sombre de la situation humanitaire et économique dans les régions anglophones, avez-vous le sentiment que le gouvernement prend en compte ces données-là dans l'élaboration de sa stratégie pour résoudre je pense qu'à un moment donné, il faut changer de stratégie. La stratégie ne peut pas être systématiquement une stratégie de guerre. Il faudrait qu'il y ait alors quelques éléments et que des facilitateurs soient trouvés, et que de l'autre côté, c'est ça le problème le plus difficile, et je crois que ce sont quand même des clients de John Fou, parce que tu vas prendre la parole, ce sont des personnes en qui avoir en face pour pouvoir dialoguer. C'est ça le problème le plus difficile qu'on a. Le dialogue, pour moi, est une nécessité. Il faudrait qu'il y ait un dialogue. Il y a la Silicon Mountain qui est complètement foutue. Il y a une situation incroyable. Nous-mêmes, nous subissons des difficultés dans ce qui concerne cette région. Il y a une perte avec le Nigeria incommensurable. On ne peut pas continuer
totalement la guerre et je voudrais qu'on puisse retrouver les éléments pour avoir la paix. Donc moi je ne suis pas pour appuyer la gaine, je voudrais que Monseigneur Toumi, que connaît bien mon ami Kamga, puisse intervenir, qu'on lui permette de le faire, hein, et que les gens puissent travailler, et à ce moment-là peut-être qu'on aura le début de solution de la crise. La solution politique qui tarde à se dessiner sur le théâtre de la crise. Edmond, je vous en prie, vous allez répondre. Edmond Kamga, d'abord, sur cette solution politique, pour sortir de la crise, longtemps la société civile, la classe politique et même la communauté internationale en ont parlé. Mais on a le sentiment qu'au sein du gouvernement, c'est la sourde oreille. Lors de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs, le ministre de l'administration territoriale a rappelé qu'aucun espace public ne doit être cédé aux fauteurs de troubles, priorité à la sécurité. Est-ce que cela suffit dans le cadre de ce conflit, de ces affrontements armés dans les régions anglophones? Il faut dire que le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle lorsqu'il insiste sur l'aspect sécuritaire, sur la fermeté. Mais malheureusement, après plus de 2 ans d'une situation sécuritaire qui, sur le plan du bilan, est négatif, totalement négatif à tous les points de vue pour le Cameroun, il faut dire qu'il faut changer de stratégie. Et dans ce sens, il faut dire que l'option du dialogue, qui, il faut le dire, a toujours été souhaitée par toutes les parties, mais qui visiblement n'a pas été implémentée par une volonté politique ferme du gouvernement, conduit à la situation dans laquelle on se trouve. Parce qu'il y a eu des facilitateurs qui se sont prononcés dans cette affaire. Et tout à l'heure, Maître Pincy m'indexait à propos du cardinal Christian Toumi, pour dire qu'il a eu une proposition, qu'il a formulé une belle initiative avec des confrères religieux protestants et musulmans, l'idée de la conférence générale anglophone qui aurait dû se tenir depuis le mois d'août, avant l'élection présidentielle, mais visiblement, les pouvoirs publics, le gouvernement ou le chef de l'État n'ont pas donné quitus à cette option, à cette initiative. Et au départ, on avait l'impression qu'il disait, en tout cas au RDPC, le message c'était que la conférence générale anglophone c'était un agenda secret. On s'est rendu compte, après l'élection présidentielle, qu'il n'y avait aucun agenda secret. Qu'est-ce qui empêche donc, après l'élection présidentielle, la tenue des assises de la conférence générale anglophone pour faciliter ce dialogue? Parce qu'il s'agit de faciliter le dialogue, de trouver exactement la réponse à la question qui est posée par beaucoup de membres au sein du gouvernement. Avec qui on va négocier? Mais on va négocier avec ceux-là qui vont se réunir dans le cadre de la conférence générale anglophone, parce que c'est toutes les sensibilités politiques qui sont concernées, c'est toutes les populations des 13 départements du nord-ouest et du sud-ouest qui sont concernés à travers les représentants de toutes les catégories socio-professionnelles qui y seront dans le cadre d'un débat qui a été suffisamment annoncé sur les différents plateaux par les porte-paroles de la conférence générale anglophone. Aujourd'hui, tout ce qu'elle demande, c'est que officiellement le gouvernement, les pouvoirs publics leur donnent la possibilité d'organiser cette conférence générale anglophone par un document écrit qui rassure non seulement les participants, mais les organisateurs et tous ceux qui, de près ou de loin, vont participer à cette assise. Donc le dialogue politique est la meilleure option en ce moment. À votre suite, Edmond Kamga, Maître Fou Johnson, comment on procède à la désescalade dans les régions anglophones? Comment mettre fin à ces tensions observées depuis déjà 2 ans, mettre fin à ces affrontements armés avec des populations déplacées dans les différentes régions du Cameroun et réfugiées au Nigeria dans des conditions de vie intenables? Comment mettre fin à une telle crise? Quelles sont vos propositions? Yes, I will answer that question, but I must answer Maître Pincy, militant of the CPDN, here present. You must know, and every Cameroonian knows, that the war was brought to us by Mr. Biya on the 30th of November 2017. The first military contingent was sent to Mafi, and before that there were targeted killings by the forces of law and order in the northwest and southwest. Nobody responded. So on the 30th, after immediately he declared that war at the airport in Yaoundé, they sent a contingent of forces to Mafi. They had this
they thought that they would go to Manfred and just quell down everybody and neutralize everybody, but they were surprised because the boys in Manfred with their clubs, empty hands. Maintenant, Let au-delà me de ces finish. actes de Let me violence finish. observés de part et d'autre, Don't cut me short because Sans Pensi has sans qu'on aille dans ce discours, Pensi, yes, I continue. I will answer your question. Pensi has a way of getting away with very, very dangerous words. With this kind of people, you can never get anywhere to solve this matter. I want to announce here, like I have always announced, the interim government of Ambazonia, Federal Republic of Ambazonia, is ready at all times and at all places except Cameroon to negotiate with La Republic of Cameroon. Until that happens, war will be on. The war is on. It's being fought. People are dying from both sides, and we'll continue to fight to defend even the last inch of our territory. Donc en clair, vous voulez dire que les leaders de ce mouvement sont prêts à négocier. They are ready à discuter avec le They gouvernement. are ready, but not in Cameroon and in the presence of a mediator, because this government has shown a lot of bad faith. They have done a lot of things. They have transformed the military of this country, which Pensi calls a Republican military. It is now a personal militia of Mr. Biya, because it uses the military tribunal as a political court. It uses all the structures of the military to do anything. It sends the military to kill civilians in the northwest and southwest, and they are doing it up to now. They killed in Pinyin. You saw the massacre in Pinyin. Everybody sees. There was a massacre here in Moyoka. Il faut préciser que jusqu'à présent, il n'y a pas officiellement des enquêtes qui ont établi la responsabilité de l'armée camerounaise dans les régions. On en parlera dans un autre cadre avec vous, Maître Foudianso. Avec vous maintenant, Joseph Olinga, sur les voies de sortie de crise. Vous venez de suivre Maître Foudianso, qui est analyste politique, qui... Il n'est pas analyste, il est aussi avocat des Ambazoniens. Je veux savoir... Oui. You can be an Ambazonian. Monsieur Pensi, Maître Foudianso, merci de me laisser continuer à diriger ce plateau. Alors, Joseph Olinga, sur les voies de sortie de crise anglophone, que faut-il faire? Les leaders du mouvement séparatiste disent qu'ils sont prêts à négocier. Le gouvernement, lui, plusieurs fois, le chef de l'État a indiqué récemment qu'il est disposé à négocier avec les personnes de bonne volonté dans le cadre du respect des lois et règlements de la République. Pour vous, quelles sont les solutions de sortie de crise? Les solutions, je vais partir du mort kilométrique, comme on le dit souvent. Vous observez sur ce plateau, ça dit que ce que vous observez sur ce plateau est à peu près une photographie de la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, d'une part, effectivement, il y a un groupe, notamment ceux qui sont les tenants du pouvoir, ceux qui nous dirigent, qui, en tout cas, ceux qui officiellement s'expriment, laissent croire que la répression est la seule solution pour régler ce problème-là, même si parfois, dans les discours officiels, on laisse entendre qu'on ouvrirait la porte à des négociations. La preuve, je vais m'en référer à ce que Edmond Kamgi a dit tout à l'heure. Il y a le cardinal Toumi qui s'est proposé avec la All Anglophone Conference. Jusqu'à ce jour, les Camerounais ne savent pas de quoi il s'agit. Pour ma part, je pense que en réalité, lorsqu'on parle de sécurité, lorsqu'on parle de pacification, il faut être dans la prévention d'abord. Il faut être dans la prévention et je fais juste un parallèle pour vous dire que en ce moment, il se passe quelque chose d'assez grave pour ma part en ce qui concerne la région de l'Ouest où je travaille. Et il ne me semble pas qu'on prend cette affaire au sérieux. L'Ouest aujourd'hui subit de nombreuses attaques, à l'image de celles qu'on vit
dans le sud-ouest et le nord-ouest. On en parle comme ça au passage, personne ne fait dans la prévention. Mais je voulais juste rappeler dans le même temps aussi que l'ouest, je pense, est la seule région au Cameroun qui est limitrophe à 5 autres régions. Or, si on laisse ce phénomène prendre l'ampleur, comme il est en train comme c'est le cas dans la région de l'ouest, on ne va pas avancer. Donc, il y a une stratégie de pourrissement. Il faut commencer par là, de mon point de vue, pour la résolution de cette crise. Il y a une stratégie de pourrissement qui est observée et qui est animée par certaines personnes au sein des instances qui dirigent notre pays, qui fait que chaque fois qu'il y a des idées de pacification qui ont été mises, je suis ravi que Maître Pensi me semble modéré sur cette question-là, mais je voulais préciser aussi que pendant que lui, Maître Pensi, qui est membre, qui est militant du RDPC, prône le discours de la pacification et de la recherche de solutions, il se trouve, et on l'observe au quotidien, qu'il y a certains de ses camarades, entre guillemets, qui semblent avoir un intérêt à ce que cette situation perdure. Pourquoi? Peut-être qu'ils s'en mettent plein les poches, peut-être que c'est une stratégie pour éloigner les Camerounais de la résolution de leurs problèmes de fond. On n'en sait pas trop, mais je pense que la première étape sera je n'aime pas trop ce terme, mais de neutraliser ceux-là qui dans l'appareil gouvernant semblent maintenir le statu quo et pour que les gens continuent à mourir. La deuxième des choses, c'est que il faut qu'on arrête de penser qu'on va régler des problèmes en coupant juste des branches. Il faut qu'on aille à la racine des problèmes. Et la racine des problèmes, pour ma part, c'est que certaines revendications que nous avons vécues ou que nous vivons, ou en tout cas que nous avons vécues dès le départ, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone, sont des revendications d'ordre sociopolitique et économique que connaissent tous les Camerounais. Pourquoi on n'a pas résolu ce problème et on a laissé l'affaire pourrir comme on en est aujourd'hui, jusqu'au point où on en est aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je voulais, pour parler dans le mot kilométrique, comme on le dit, je voulais attirer l'attention de tous ici et dire que l'Ouest aujourd'hui, la région de l'Ouest aujourd'hui, est en proie à des attaques, c'est des escarmouches, c'est comme ça qu'on appelle ça en ce moment. Mais nous avons vu comment ça a commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest, et nous avons vu que la solution que les gens sont venus proposer était celle de la répression. Est-ce que l'Ouest, qui est au centre, en tout cas qui est entouré de 5 autres régions, est-ce que l'Ouest, là, si on ne fait pas dans la répression, est-ce que nous qui sommes assis à Douala, nous qui sommes assis à Yaoundé, nous qui sommes dans la Damawa, et pour ne citer que ces trois-là, pensons-nous que nous sommes en sécurité lorsqu'on ne fait pas dans la prévention? Et la prévention, pour moi, n'est pas d'envoyer l'armée tirer sur les gens, c'est de comprendre pourquoi à l'Ouest. Parce que justement, on se rend compte que nous partons régulièrement, lorsqu'on fait en tout cas la genèse de la crise anglophone, on se rend compte qu'on est parti des revendications structurées, et à un moment donné, on a le sentiment que les gens se sont arrangés à ce qu'on se retrouve avec des bandes immaîtrisables, qui parfois sont même des bandits de grand chemin en réalité, qui ne représentent pas les idéologies de départ qui ont été défendues par ceux-là. Mais malheureusement, tout le monde le sait, mais on refuse de causer avec ceux qui font des revendications idéologiques pour nous orienter sur une guerre qui est entretenue par des bandes armées. Nous avons commencé comme ça au nord. On a dit que c'était les coupeurs de route, et puis les Boko Haram sont venus, on ne parle plus de coupeurs de route. Alors, messieurs, au nord-ouest et à l'ouest, il y avait du grand banditisme. Maintenant, tout le monde est devenu sécessionniste, et nous tous, nous savons que tout cela, si vous leur posez la question de savoir quelle est l'idéologie, c'est quoi la sécession, c'est quoi l'indépendance, ils n'en savent rien. Donc, il faut qu'on arrête de nous distraire et qu'on aille à la résolution avec les acteurs que nous connaissons tous. Poursuivons le fil conducteur de cette émission pour évoquer un autre sujet brûlant d'actualité concernant la mise en détention provisoire des responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun, un sujet qui divise la presse. Le journal L'Anecdote affirme que la loi a été appliquée dans toute sa fermeté pour le cas du professeur Maurice Kamto et ses lieutenants placés en détention provisoire.
Maître Sikati Désiré, vous avez suivi ce journal, l'anecdote, qui pense que la loi a été appliquée dans toute sa fermeté concernant le cas du professeur Maurice Kamto et d'autres de ses lieutenants et militants du MRC qui ont été placés en détention provisoire. Mais écoutez, moi, je n'ai pas seulement lu les journaux. J'ai également été un acteur de premier plan parce que pratiquement toute cette semaine, je l'ai passé à Yaoundé pour assister tous mes camarades qui ont été arrêtés à Douala, déportés à Yaoundé dans le cadre de cette malheureuse affaire. Voilà, donc quand vous me demandez si ce journal parle avec précision, j'ai envie de dire non. Parce que nous sommes quand même dans un état de droit où on est supposé appliquer la loi qui a été votée par le Parlement. Je suis quand même étonné de voir qu'aujourd'hui, les mesures de garde à vue administrative peuvent être utilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires. La garde à vue administrative, c'est quoi? Ça veut dire le préfet, le sous-préfet peut prendre sur lui de demander la détention de quelqu'un pendant 15 jours dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Mais en réalité, il s'agit d'une mesure qui est prévue pour faciliter le renseignement. Ça veut dire que l'autorité administrative peut garder quelqu'un pendant 15 jours parce qu'on a besoin de mener des enquêtes purement administratives et policières, pas des enquêtes judiciaires, pour chercher à savoir si les faits ne sont pas de nature à mettre à mal l'ordre public. Mais voyez-vous, aujourd'hui, dans le cadre de cette affaire qui concerne les militants du MRC, les autorités de Yaoundé, constatant que les délais de garde à vue, les délais légaux de garde à vue étaient épuisés, ont utilisé une mesure de garde à vue administrative pour permettre à des autorités de police judiciaire de mener une enquête. Nulle part dans le code de procédure pénale, qui est le document qui permet qui réglemente la procédure et l'enquête pénale au Cameroun, la garde à vue administrative n'est prévue. Autre chose, vous arrêtez des gens à Tchang, à Baganté, à Bafan, à Bafoussam, à Banjoun, à Douala, vous les déportez à Yaoundé. Alors qu'à Douala, il y a des tribunaux. À Bafoussam, à Tchang, à Bouddha, partout il y a des tribunaux de la même nature que ceux devant lesquels toutes ces personnes sont déférées à Yaoundé. Donc, on est là devant une sorte de ce que je vais appeler la théâtralisation de la justice. L'instrumentalisation éhontée de la justice à des fins politiques. Si on veut nous faire comprendre que désormais au Cameroun, il n'y a qu'à Yaoundé où il y a les vrais tribunaux, qu'on le dise clairement, et que les tribunaux des autres villes soient suspendus, parce que ça ne sert à rien du tout. On ne peut pas être dans un État et avoir un système judiciaire qui peut être manipulé à la guise du régime qui est en place. Quels sont les éléments de manipulation selon vous? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous avez des tribunaux d'instance à Douala. Vous avez un tribunal militaire à Douala. Est-ce que vous pouvez m'expliquer par quelle alchimie juridique quelqu'un peut être arrêté à Bafoussam, déporté à Yaoundé pour être jugé à Yaoundé, alors qu'il y a un tribunal de la même envergure, de la même nature que celui qui est à Yaoundé, à Bafoussam? Ce que je dis qui est valable pour Bafoussam actuellement, ça a été également valable dans le cas de la crise anglophone. On a vu des personnes arrêtées à Bamenda, arrêtées dans le sud-ouest et déportées de Yaoundé. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, nous ayons un système de gouvernance qui donne l'impression qu'on est encore dans la période coloniale où on se servait des instruments d'État pour museler les gens. Si nous avons, depuis 1990, des lois sur la liberté d'expression, si nous avons mis sur pied des lois qui ont permis aux instances juridictionnelles de couvrir tout le territoire du Cameroun, il faut être capable de laisser les magistrats faire leur travail. Est-ce qu'au regard de la gravité des infractions reprochées, moi je vous parle ça ne justifie pas la présence? Je vous parle en tant qu'avocat parce que je connais les règles de procédure. Vous comprenez? Je connais les règles de procédure. Le tribunal militaire de Yaoundé est de la même nature, a la même valeur, a le même rang que celui du tribunal militaire de Douala. On ne peut pas me dire qu'on a le droit de dédaigner un tribunal militaire à Douala pour amener tous les gens à Yaoundé. Moi, je considère qu'il s'agit d'une politique de centralisation de l'injustice. On veut ramener toutes ces personnes à côté du gouvernement de Yaoundé parce qu'on veut être sûr que les magistrats qui seront en charge du dossier vont être aux ordres et qui seront bien contrôlés. On n'est plus là dans le cadre de la justice. Je dis et je répète, on ne peut pas. Expliquez-moi par quelle alchimie des gens qu'on a arrêtés. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire que le professeur Maurice Kamto, il est embastillé à Yaoundé avec près de 100 personnes qui ont été arrêtées chez M. Zonga. Leur seul tort, c'est de s'être retrouvés chez M. Zonga. Ils n'ont rien fait. On ne les a pas pris dans la rue. On ne les a pas pris avec des éléments qui étaient susceptibles de mettre à mal l'ordre public. Je dis bien leur seul. Est-ce que vous savez que chez Zonga, on a arrêté même sa fille? On a arrêté son cuisinier.
Leur seul tort, c'était qu'ils se sont retrouvés dans les mêmes lieux que le professeur Kamto, que Penda Koka, que Zonga. Je pense que si nous voulons avoir un état de droit, on ne peut pas reprocher au MRC de n'avoir pas respecté la loi sur les manifestations publiques et être soi-même en train de violer de façon aussi outrancière les règles de procédure. Je dis et je répète, parce que moi, j'ai de la peine quand je rencontre certains de mes amis magistrats. Moi, je leur pose la question de savoir, est-ce que vous savez que vous n'êtes plus du même rang que les magistrats de Yaoundé? Aujourd'hui, s'il y a une affaire qui, du point de vue de l'administration du gouvernement, est sérieuse à Douala, ben, on vous l'enlève, on l'amène à Yaoundé, parce qu'on considère qu'on n'est pas le même niveau. Alors, donc je pense il faudrait qu'on fasse attention. On doit faire attention, pourquoi? Parce que le constat que nous sommes en train de faire, c'est que tous les acquis de la démocratie, de la liberté d'expression qui ont été réalisés depuis 1990, nous les avons, le régime de Yaoundé est en train de les mettre à mal. On est en train de régresser au-delà des années 90. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore à l'époque où on faisait la répression, que l'État colonial montait la répression contre les leaders de l'UPC. À votre suite, Maître Sikati, d'abord, Maître Fou Johnson, sur le regard que vous portez sur ces procédures judiciaires qui ont entouré à la fois l'arrestation et la mise en détention provisoire du professeur Maurice Kamto et d'autres militants du MRC et qui sont passés devant le tribunal militaire. Quel est votre regard sur ces procédures? When this government and the National Assembly voted the law on terrorism, their aim was not to fight terrorism, but to fight political parties. Their aim was to fight their political enemies. Because I cannot understand how a violation of the 1990 laws on public manifestations would find itself in the military tribunal. The army has been tribalized, and the institutions of the army have been tribalized, and they now pass a law centralizing a particular law in Yaoundé so that they can control the actions of other political actors. Let me explain that. How do you explain that a simple violation of the 1990 law gets the militants of MRC from Douala, from Bafoussam, from wherever, all over the country, into Yaoundé and into the military tribunal? What does that mean? It means that Mr. Biya has finally transformed the military tribunal in Yaoundé for a political tribunal, where he now brings his enemies and tries them for secession, for rebellion, for insurrection, for whatever you may call it. The military tribunal in Yaoundé is now a political tribunal. And the military, which my friend here calls a Republican army, has been transformed into a personal militia. How do you explain how the military can accept the fact that they have gone out of the mission that was accorded to this military tribunal and they are trying civilians in violation of international convention ratified by this country, the African Charter of Human Rights Charter, of African Peoples and Human Rights Charter? It clearly states that no civilian should be tried in the military court. Let me finish. Cameroon ratified that convention. How do you explain that Professor Kamto and his militants now were taken all over the country and brought to Yaoundé and then taken to the military tribunal, and the military tribunal now placed them in detention? Il faut apporter, justement, à votre suite, il faut apporter des précisions. L'armée camerounaise n'est pas une milice au service du chef de l'État, c'est l'armée républicaine qui a été mise en place pour servir la nation. Ce sont ses valeurs. I differ with that. I differ with that because that's not the way the army is functioning now. Je vous en prie, Maître Foudion, permettez. The military tribunal is a political wing of the... Bien sûr, restons sur le tribunal militaire et l'affaire du professeur Maurice Kamto. D'abord, Edmond Kamdia, sur cette arrestation et mise en détention provisoire des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, la nouvelle expression estime que ce sont des prisonniers politiques. Quels sont les éléments qui étayent une telle analyse? Aujourd'hui, on peut dire avec autorité que Maurice Kamto, ses collaborateurs qui ont été interpellés, arrêtés et mis en détention provisoire avec lui, et la centaine de militants du MRC
qui l'accompagnent dans cette détention sont des prisonniers politiques. Vous savez qu'ils ont été, pour la plupart, depuis le 26 janvier dernier, certains ont été arrêtés pendant la marche, lors de la marche, à travers le territoire, dans des différentes villes qu'on a citées tantôt, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchan, Bafan et autres, Banjoun. Il y en a d'autres qui ont été interpellés dans des domiciles privés. Il y en a qui ont été interpellés dans des restaurants, dans des lieux privés ou dans des lieux publics, mais qui ne marchaient pas. Ils ont été arrêtés pour la plupart, ceux qui ont été arrêtés après le 26 janvier, je pense au professeur Maurice Kamto qui était arrêté au domicile à Douala de Nzongan avec Christian et Koka. Il y avait parmi eux des journalistes qui... Nzongan lui-même avait été arrêté. Ils ont été déportés à Yaoundé tous. Et la plupart sans mandat ni titre. C'est-à-dire ils ont été enlevés. Ils ont été déportés. Et on se retrouve dans une situation où la procédure a été émaillée d'irrégularité et d'illégalité. Et c'est pour cela que lorsqu'on met en détention des personnes qui sont privées de liberté individuelle pour des motivations politiques, il n'y a pas d'autre nom pour qualifier cela. Cela est d'autant plus pertinent que le Cameroun a signé, ratifié un certain nombre de conventions internationales, de traités. Je cite toujours le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je cite toujours la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je cite toujours la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je cite toujours la déclaration universelle des droits de l'homme. Et il faut dire qu'il y a un lien étroit entre la liberté de manifester et la liberté de réunion. La Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 consacre l'ensemble de ces libertés, y compris la liberté de manifester. Donc, on n'aurait jamais dû les arrêter, ni le 26 janvier, ni plus tard. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où ils sont privés de liberté, vraisemblablement pas pour les raisons pour lesquelles... Regardez un peu le temps que ça a pris pour les inculper. On a dû les mettre en garde à vue dans le cadre des enquêtes de la police judiciaire. On a transformé de façon bizarre les gardes à vue en garde à vue administrative. Et le préfet même de Foundi qui a signé la garde à vue administrative est totalement incompétent. Nous nous retrouvons dans une situation kafkaïenne. C'est-à-dire, c'est dans l'absurdité totale. On n'est plus en droit. Alors, on n'est plus en droit. Au regard de ces observations qui viennent d'être soulevées sur les procédures judiciaires concernant le professeur Maurice Kamto, maître Emmanuel Pensi, est-ce que pour vous, ces observations sur les procédures judiciaires sont fondées, ces irrégularités qui viennent d'être soulevées sur ce plateau et qui conduisent ces panélistes à conclure que ce sont des prisonniers politiques, que c'est une affaire politique qui est présentée devant le tribunal militaire de Yaoundé? Quelle est votre analyse à ce sujet? Déjà, ce n'est pas une affaire politique. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas un membre du parquet, je ne suis pas un juge, je n'accuse pas. Je pense que le problème qui s'est posé, et ça il faut revenir en droit, c'est le problème d'abord de la compétence. La première chose qu'on se pose, est-ce que le tribunal militaire de Yaoundé est compétent? Déjà, vous êtes en train de parler rationner l'OSI, c'est-à-dire, oui. Et où est-ce qu'il est compétent, rationner, matériel en la matière? Ça, c'est d'abord la première question qu'il faut se poser quand vous êtes juriste. Et à ce moment-là, vous vous rapprochez des dispositions cantonnées dans l'affirmative, de l'article 9 de la Constitution, de l'article camerounais, de l'article 8 du Code de justice militaire sur la compétence de la juridiction militaire. Parce que lorsque vous avez affaire à des militaires, le tribunal militaire est compétent. Et vous vous rapprochez également des autres dispositions pour savoir également pourquoi ça s'est passé. Vous allez vous relancer dans la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité, sur tous les SMS et les mails et les actions qui ont été faites à travers le monde, le Cameroun, ceux qui sont en Europe, pour rendre en fait la centralisation de l'affaire devant la seule juridiction qui peut centraliser cette affaire et qui est la juridiction de Yaoundé, parce que les militaires sont impliqués et que lorsque vous faites des infractions qui sont également de la cybersécurité, de la cybercriminalité, le tribunal de Yaoundé peut être compétent. C'est sur cette base-là, à mon avis, c'est une esquisse d'explication que je fais. Je l'explique. Je l'explique que c'est. Il faut expliquer pourquoi. Donc maintenant, les avocats vont, comme les cicatrices qui sont dans le dossier, vont essayer de dire que le tribunal n'est pas compétent. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir l'affaire. Autre chose maintenant, quand vous dites sur l'implication, vous regardez
les dispositions de la loi sur l'article 116 concernant l'insurrection. L'insurrection, il faut voir l'article 116, est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire, mouvement insurrectionnel? Mouvement, c'est un déplacement de personnes. Insurgés, c'est des personnes qui sont révoltées. Donc, ce sont des personnes révoltées qui se déplacent. Et à ce moment-là, le juge d'instruction va se dire que je vais, dans le cadre d'une instruction qui est dure et large, utiliser l'application de cette... Il faut expliquer aux téléspectateurs de quoi il s'agit pour que les gens comprennent. Parce qu'en même temps, évidemment, dans toutes ces infractions, on a mis plusieurs dispositions. Je ne sais pas ceci qui était dans le dossier. Je ne sais pas si on a mis rébellion, je ne sais pas si on a mis haute trahison, je ne sais pas si on a parlé également des dispositions de l'article 231 sur les réunions, etc. Le juge d'instruction, dans le cas des affaires, il faut le savoir, aussi bien dans les affaires d'opération épervier, il regarde toujours trop large. Il dit même ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas bien. Et c'est dans le cadre de la contradiction et avec des avocats compétents qu'on va à ce moment-là de serrer le problème, de le rapprocher pour voir de ce qui va se passer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quant à ce qu'on a appelé l'internement, le préfet qui intervient. Ouais. Tout le monde sait que c'est une disposition, moi-même j'avais oublié qu'elle existait, mais j'en avais parlé, qu'on ne l'a pas encore supprimée. Donc elle a été utilisée à bon droit. Mais on aurait également pu... À bon droit? Non, elle avait été utilisée dans le passé à bon droit. Maintenant? Non, maintenant je n'en sais rien. Mais je sais tout simplement qu'elle a été utilisée. Je ne suis pas dans le dossier. Mais tout ce que je sais qu'on aurait pu, dans le cas des infractions qui sont criminelles, la garde à vue n'est pas une garde à vue qui dure 4 jours. Vous savez très bien, elle peut être prolongée, elle peut être de 8 jours. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cadre de cette affaire. Je crois que c'est une affaire qui est complexe. Autre chose. Quelle est la complexité? La complexité de cette affaire. La complexité de cette affaire vient du fait que on va examiner les fadettes. C'est-à-dire toutes les communications qui sont faites par les SMS, par le Facebook. Non, ça fait partie de l'enquête dans la cybersécurité et cybercriminalité. Et il y a des agents qui sont formés à cet effet. Et que ça prend du temps. Et quand on voit comment on a piétiné la photo du président, qu'on a déchiré dans l'ambassade, on a fait des passeports des Camerounais qui étaient là, des gens qui attendaient leur famille, le regroupement familial, donc qui devaient se déplacer. D'autres qui sont... Parce que non, l'ambassade, c'est le territoire camerounais. Donc, vous faites une procédure là-bas, on peut vous poursuivre. Bon, et en même temps, on a déchiré des accréditations de l'ambassadeur, des milliers de Camerounais qui étaient en rétention dans les aéroports, attendaient leurs documents et leurs papiers. C'est un drame qui a été fait par des gens qui ont fait une conjonction, qui se sont coalisés. Donc, l'affaire concerne des co-auteurs. C'est-à-dire, dans le cadre de cette affaire, c'est pour ça qu'on a appuyé un certain nombre de personnes pour faire des investigations, pour savoir qui est coupable ou qui ne l'est pas. Donc, moi, je ne voudrais pas dire, on a déporté, on a fait ceci, c'est trop facile. Les enquêtes sont en cours, on va voir par la suite ce qu'il a bien. Alors, je vais mettre sur l'analyse qui vient d'être faite par Maître Pensy pour essayer d'expliquer les motivations du juge d'instruction, mais aussi du tribunal militaire à se saisir de cette affaire au regard des casses perpétrées dans les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne, et sur lesquelles il y a des soupçons qui pèsent concernant les liens supposés entre des responsables politiques du MRC et les auteurs de ces casses-là. Bien sûr que je vais vous répondre, mais avant, je voudrais que vous me permettiez de dire deux petites choses à la suite de Maître Pensy. Je vais définir l'insurrection. J'ai vu qu'il a essayé de rentrer dans une exégèse. C'est un avocat qui a une bonne ancienneté, qui est compétent. Il connaît bien ce qui devrait être fait dans cette procédure. Bon, maintenant, comme il est aussi militant du ADPC, peut-être il refuse de dire la vérité. L'insurrection, en termes simples, c'est quoi? C'est le fait de créer un mouvement pour un coup d'État. Ça veut dire vous appelez les gens à renverser un pouvoir élu. C'est ça l'insurrection. C'est-à-dire en français facile. C'est ça une insurrection. Deuxième chose, le Cameroun est parti à des conventions internationales. En matière de droit international, il y a ce qu'on appelle le pacta sunt servanda, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. Les engagements légalement signés tiennent lieu de loi aux États. Ça veut dire que quand un État est parti à une convention, cette convention fait partie intégrante de son arsenal juridique national. Le Cameroun a signé une convention internationale
qui dit que les civils ne doivent pas être jugés devant les juridictions militaires. Ça veut dire que même si, quelle que soit l'infraction qui peut être reprochée à un civil, même si c'est une infraction qui met à mal, d'après, il y a les tribunaux civils, c'est ça. Ça c'est indiscutable. Je vais vous le donner. Je vais vous donner 8 sur la compétence, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je suis en train de dire, le code de justice, quand vous connaissez bien la hiérarchie des normes juridiques, vous savez bien que le code de justice militaire est inférieur à une convention internationale qui a été signée par le Cameroun, dont les dispositions de la convention internationale supplantent le code de justice militaire. Il n'y a pas de raison que des personnes, des civils, se retrouvent devant les tribunaux militaires. Quand vous êtes civil, quel que soit ce que vous avez fait, même si c'est un crime de haute trahison, les juridictions civiles sont là pour vous juger parce que là-bas aussi, il y a des magistrats formés. Aujourd'hui, l'orientation internationale, c'est que c'est les militaires qui passent devant les juridictions militaires. Maintenant, M. Noufélé, vous avez parlé... Sur le fond des infractions reprochées aux responsables politiques du MRC et le lien supposé... Quand vous parlez des infractions reprochées, quand j'ai écouté le ministre de l'administration territoriale, j'ai l'impression qu'il avait déjà la décision que les juges devaient rendre. Parce qu'il s'est comporté comme si le fait pour certains compatriotes qui ont certainement des choses qui reprochent au régime de Yaoundé, le fait de porter la photo de Maurice Kamto et de l'afficher au sein de l'ambassade du Cameroun signifiait que c'est M. Kamto qui avait demandé aux gens de faire cela. Moi, imaginez un seul instant que je prenne la photo du président directeur général de votre chaîne. Je l'enlève dans son bureau et je prends votre photo, M. Noufélé, je l'accroche à sa place. Ça veut dire que c'est vous qu'on va arrêter ou bien c'est à moi qu'on va s'en prendre. C'est pas la même chose. Non, mais oui, je vais tout simplement dire. En matière pénale, il y a ce qu'on appelle... En matière pénale, la responsabilité est individuelle. Oui. Il n'y a pas de responsabilité. Il y a également de coaction. Maître P, laissez-moi finir. Il n'y a pas de responsabilité par contagion. Il n'y a pas de responsabilité. Quelqu'un fait quelque chose en France, vous allez mettre ça sur la tête de votre adversaire politique. Il y a la coaction. Même en matière de donneur d'ordre, il faut être capable de prouver qu'il y a un autre qui a été donné. C'est pour ça qu'il y a les enquêtes. Non, s'il vous plaît, maître, je vous en prie. Ce que je dis, vous savez très bien, pour des raisons politiques, peut-être vous avez choisi une autre obédience. Non. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. En application de la présomption d'innocence, vous ne pouvez pas coller à quelqu'un quelque chose dont vous ne pouvez pas rapporter la preuve à l'instant où vous la lui collez et vous le mettez en détention pour ça. Parce que pour le moment, en vertu de tout ce que vous dites là, c'est des supputations. Il n'y a aucun élément qui permet de relier M. Kamto à ces gens-là. Il y a les indices graves. Aucun élément. Quel indice grave? Il y a les indices graves concordants. Okay. Ça, c'est ce que vous dites. Pour le moment, tout à l'heure, vous avez dit... Je vous en prie, messieurs, permettez à Maître Kati d'aller jusqu'au bout son analyse. Je dis et je répète. Vous savez, il me semble que le Cameroun a porté également plainte en France. La justice française, c'est une justice compétente, indépendante, efficace, qui est en train de mener des enquêtes. Les personnes qui sont rentrées dans la représentation diplomatique du Cameroun à Paris seront certainement interpellées. Il y a des indices qui ont été laissés sur place. Ça veut dire tout simplement que la police française est en train de mener une enquête qui, à un certain moment, va permettre de savoir s'il y a un lien entre notre parti et ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait à l'ambassade. Je dis et je répète, il ne faut pas confondre le fait que certains Camerounais de la diaspora, qui ont des griefs contre le régime, utilisent la victoire de M. Kamto pour s'exprimer à leur façon. Il ne faut pas confondre ça à un ordre qui aurait été donné par le professeur Kamto. La brigade anti-Sagina... La brigade anti-Sagina n'est pas un démembrement du MRC. Le MRC a des démembrements partout dans le monde, dont en France. La brigade anti-Sagina, c'est un instrument que certains Camerounais ont créé. Moi-même, je découvre ça sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que c'est pareil pour le professeur Kamto. Donc, ceux qui sont en train d'instrumentaliser cette affaire, ils se sont trompés. Parce que tout le monde comprend qu'en fait, on cherchait une occasion pour essayer de museler le parti qui est dirigé par le professeur Kamto. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que en même temps, il y a plusieurs cadres du parti qui sont interpellés au même moment. On les interpelle d'abord, on cherche des éléments après. Depuis quand est-ce qu'on peut partir de Yaoundé venir interpeller des gens à Douala sans respecter la procédure? Parce que la procédure, l'ordre qui est donné par un procureur de Yaoundé ne peut pas donner l'ordre qu'on vient d'arrêter quelqu'un ici. Il doit passer par ce qu'on appelle une commission rogatoire. Dans ce dossier, il n'y a aucune commission rogatoire. Mais c'est la loi que vous... Le Parlement camerounais est majoritairement composé des députés du RDPC. C'est votre loi. Vous-même, vous ne voulez pas l'appliquer. Alors, au regard des positions croisées des avocats sur cette affaire concernant le professeur Maurice Kamto, Joseph Olinga, quel est le climat social et politique lié à cette affaire du professeur Maurice Kamto
principal challenger de Paul Biya à la dernière élection présidentielle. Et quelques mois plus tard, il est placé en détention provisoire à la suite des manifestations organisées par son parti politique. Je crois qu'objectivement, on va partir d'un constat. Il y a de manière générale un problème du respect des libertés publiques et individuelles chez nous. Peut-être que le cas du professeur Kamto fait beaucoup d'effets parce que là, il s'agit d'une entité structurée qui a été attaquée. Même dans nos prisons, je crois que sur ce plan-là, Maître Percy sera d'accord. Même dans nos prisons, on constate que du fait de ce non-respect des libertés des uns et des autres, ou de l'appréciation parcellaire orientée des lois, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en prison comme ça. Moi, ce que je vais dire, c'est que dans l'imagerie populaire, qu'on soit apolitique comme moi, on n'est pas engagé dans un parti politique quelconque, qu'on soit du RDPC, qu'on soit du MRC, du SIF ou de l'UPC, il est difficile d'enlever dans la tête des Camerounais qu'il ne s'agit pas, qu'il n'y a pas un lien politique avec ce qui se passe. Il est très difficile de le faire. Mais le risque, je ne sais pas si ceux qui diligentent cette affaire ont réfléchi aux retombées, ou alors c'est en ce moment qu'on est en train d'y réfléchir. Le risque justement, c'est que on risque de radicaliser certaines personnes. On risque de radicaliser certaines personnes qui vont s'accrocher sur la démarche d'un parti politique pour exprimer leurs attentes. Et là, ça devient de plus en plus complexe, comme Maître Sikati le disait tout à l'heure. Il sera difficile, dans ce cadre-là, d'imputer ces réclamations-là à un parti politique. La deuxième des choses, c'est que nous sommes des communicateurs tous ici. On se rend bien compte que, en réalité, ceux qui ont engagé cette affaire, ces arrestations, ces incarcérations, ont rendu un fier service au MRC. Lequel? Je ne suis pas sûr que le MRC, quels que soient les moyens financiers et logistiques qu'il a, je ne suis pas sûr qu'il aurait atteint les masses tel que ça se passe en ce moment avec cette incarcération. Et c'est en cela que la question que nos confrères du journal Émergence ont posée, y a-t-il une erreur politique? Oui, il y a une erreur politique parce qu'en termes de communication, le RDPC en réalité, pour dire, comme cela s'est dit au quartier, le RDPC et ceux qui tiennent les leviers de cette histoire ont fait un coup de pub incroyable au MRC. C'est un coup de pub incroyable. La deuxième des choses, c'est que on va quand même remarquer que dans cette affaire, il y a une autre radicalisation qui est en train de se structurer. Beaucoup de gens restent convaincus que le fait d'embastiller tout ce monde-là est une disqualification politique qui ne dit pas son nom, qu'on est en train de faire. Or, c'est un principe simple. Lorsque les gens ont le sentiment qu'ils sont plus ou moins disqualifiés par des éléments peu objectifs, ils trouvent d'autres moyens de s'exprimer. Et ce que je dis, il faut qu'on évite donc de donner aux gens l'occasion d'aller s'exprimer par la violence, dans des canaux qui ne sont pas prévus par la loi. Il faut que la loi soit respectée, qu'on encadre cette loi-là et qu'on permette aux gens de s'exprimer dans cet espace. Parce que dès qu'on rétrécit cet espace, ou alors on ferme cet espace, le risque de radicalisation, il est grand et on se retrouve justement dans des situations comme celle qu'on vit en ce moment et comme il y en a partout dans d'autres affaires, histoires dans le Cameroun. Après vous, Joseph Olinga, Maître Fou Johnson, sur cette situation politique du Cameroun avec l'arrestation du principal challenger de Paul Biya à la dernière élection présidentielle, accusé d'insurrection, hostilité
contre la patrie, rébellion en groupe, et un procès qui va s'ouvrir devant le tribunal militaire dans les tout prochains jours. Et l'on voit la clameur sociale. Quelle est votre analyse de la situation sociopolitique avec cette affaire? Yes, I am noticing that after the performance of Professor Kamto on the 7th of December, 7th of October. October, The elections, The victory. where he actually won the election. I think this regime is frightened, and is frightened because of the popularity of the MRC. I must say here that MRC has taken the place of SDF right now as we talk. These arrests of all the big militants of MRC has given Cameroonian population the reason to follow MRC. Let's wait and see. But let me tell you, the political ramifications of what this regime has done are yet to come. And they are yet to come through these elections that are coming. Let me tell you, the CPDM is finished because of the type of people who manage the government and the type of people who manage the party, and exclusion of those non-radical members of the CPDM. I have friends in the CPDM who are so angry with what is happening because this is no longer politics. You cannot catch the man whom you claim was number 2, but we know that was number 1. But you claim was number 2. You take him and lock him up, lock all the État Major, and send him to the military tribunal. And you expect to get any reward from the public? I have never seen that happen. I think I also have the impression that this regime is collapsing, and they want to take down as many Cameroonian structures as they can. But that does not interest me because we know where, everybody knows where I belong. Alors, après vous, Maître Fou Johnson, j'aimerais également avoir la réaction de Maître Emmanuel Pensi sur cette affaire concernant le professeur Maurice Kamto, le quotidien, le journal Émergence, qui s'interroge. S'agit-il d'une erreur politique de la part du pouvoir de Yaoundé d'avoir placé en détention provisoire celui qui a été le principal challenger du chef de l'État à la dernière élection présidentielle, quelques mois seulement après l'annonce des résultats officiels? La stratégie était-elle idoine au regard de la clameur sociale et de la popularité que prend ce parti politique selon Joseph Olinga? La justice ne fonctionne pas sur la base de la clameur sociale. C'est la première chose que je dois vous dire. Et si une personne, quelle qu'elle soit, commet une infraction, la loi s'applique à elle. Maintenant, reste à savoir, il y a des infractions, il y a une instruction qui est en cours, cette instruction avec des avocats compétents qui sont à ses côtés, à ce moment-là, c'est quelque chose de normal. Par rapport aux qualifications qui ont été faites, là, on peut contester les qualifications, mais les qualifications dont vous parlez, ce sont des qualifications qui sont dures. Il y a même une condamnation à mort là-dedans. Il y a 10 à 20 ans de prison. Il y a également des peines accessoires dont on oublie. La déchéance. Effectivement, même la saisie des immeubles que vous avez, si vous n'arrivez pas à démontrer comment vous avez fait pour les acheter. Donc, il y a des peines dans cette affaire qui sont nombreuses et qui sont des enjeux. Et surtout, le Cameroun ne peut pas prendre le luxe de faire comme les Gilets jaunes en France. Les Gilets jaunes, c'est 7500 gardes à vue. Au Cameroun, une centaine de personnes qui sont en détention provisoire. Mais la garde à vue n'est pas la détention provisoire. Oui, mais il y a des gens qui sont sortis de France. En France, aucun gilet justificatif permettre de s'exprimer. Il dit des choses qui sont pas vraies. Permettez-lui de développer. Aucun gilet jaune n'est en détention provisoire. Et en même temps, ce ne sont pas les mêmes textes. Les textes que nous avons au Cameroun ont eu, parmi ceux qui étaient les initiateurs, les concepteurs, Maurice Kamto.
Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà quelqu'un à qui on applique les propres textes, qu'il a inspiré quand il était ministre, etc. Il ne fallait pas le faire. Justement, c'est pas ce que vous appliquez. Non, moi je voudrais la loi sur le terrorisme qui est appliquée pour la procédure devant le tribunal militaire ne date pas de l'époque où M. Non, le texte hostilité à la patrie, c'est pas le texte sur le terrorisme. Je peux vous donner le texte tout de suite. Hostilité à la patrie, c'est pas. Mais je parle. Alors, Maître Pincé, est-ce que sur la question du journal L'émergence, sur l'erreur politique qui aura été commise concernant la mise en détention provisoire il y a une chose que les Camerounais ne peuvent pas. Lorsque vous avez une multitude de manifestations à travers le Cameroun, et sans service d'ordre pour pouvoir les contrôler, ça mobilise des forces de l'ordre qui ne peuvent pas aller sur les autres terrains, qui sont Boko Haram, Nord-Ouest, Sud-Ouest, et ça déstabilise l'État. Donc, quand je vous demande de ne pas le faire, que vous le fassiez, vous prenez le risque d'avoir des procédures parce que personne n'est au-dessus des lois, que ce soit Kamto ou un autre. Seule la procédure telle qu'elle est en train d'être faite, et on verra par la suite ce qu'il adviendra, va permettre de savoir ce qui est clair. Donc moi, l'État du Cameroun doit-il prendre en compte la pression internationale, les réactions des Nations Unies, de la France, des États-Unis concernant la situation du professeur Maurice Kamto, où la France a demandé au gouvernement camerounais de respecter les droits de l'opposition qui doit s'exprimer librement dans le respect des lois de la République. Je dois vous dire une seule chose, c'est que le Cameroun est un pays indépendant. La France utilise également ces textes ainsi que les États-Unis à leur manière. Ce qui est tout à fait certain, c'est que tout doit se faire dans le respect des textes et des lois. Je rappelle ceci. Certains avocats ont été détenus alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil de l'ordre a tout fait pour qu'ils sortent. Ils ont été libérés. Moi-même, Tassa est du MRC, mais c'est un de mes protégés, un de mes amis que j'aime bien. Et comme je n'ai pas de problème personnel avec Sikati, comme je n'ai pas de problème personnel avec Kamto, et qu'un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Christian Penaïkoka, est arrêté, et je souhaite vraiment que tout se passe au mieux dans le cadre des textes camerounais et que la procédure aille jusqu'au bout avec des avocats compétents. C'est ce que je souhaite. Alors justement, Maître Désiré Sikati, sur cette procédure judiciaire qui va déboucher sur un procès devant le tribunal militaire, faut-il aller jusqu'au bout si cela est confirmé par les autorités camerounaises? Mais un dossier, lorsqu'on le commence, on le mène jusqu'au bout lorsqu'il y a des preuves, lorsque le dossier est lourd. Le dossier de M. Kamto et tous les militants du MRC qui sont traduits devant le tribunal militaire, c'est un dossier qui est vide. Un dossier, ce n'est pas les qualifications, c'est-à-dire il ne suffit pas d'aller dans le code pénal, vous prenez les infractions pour mettre sur le dos de quelqu'un. L'infraction que vous avez choisie doit corroborer avec des actes qui lui sont imputables. Parce que ce que mon grand frère Maître Pensil est en train de faire, il est en train de réciter juste les dispositions du code pénal. Mais à quel moment il a dit en quoi est-ce que ces dispositions-là pouvaient être opposables à Kamto et tous les militants. Parce qu'en fait, ce que le régime RDPC est en train de faire, c'est quoi? En fait, on utilise des dispositions qui sont à la limite, certaines dispositions du code pénal pour intimider les gens. J'ai parlé tout à l'heure d'insurrection. L'insurrection, on ne peut pas parler d'insurrection tant que vous n'avez pas eu la volonté de renverser un régime. En français, facile. Aujourd'hui, il faut parce que M. Percy, il vous dit, non, on ne peut pas autoriser les marches parce qu'avec ce qu'il y a, la crise sécuritaire, Boko Haram, la crise au nord-ouest. Non, mais j'ai envie de dire, regardez, depuis combien d'années la RDC, elle est pratiquement en guerre civile. Tous les partis d'opposition ont le droit de marcher. Est-ce que marcher, c'est une menace pour les institutions, alors que c'est une vertu essentielle de la démocratie? Même le Soudan, qui est une vieille dictature du monde, au Soudan, les partis politiques marchent. C'est des choses élémentaires. Le rôle d'un État démocratique, la marche fait partie des éléments de la démocratie. L'État accompagne. Depuis l'avènement du MRC, vous avez déjà entendu un seul jour qu'une brindille de balai a été cassée par un militant? Malgré le fait que les militants se fassent agresser, torturer par les forces de sécurité. Vous avez entendu dire qu'un seul policier et gendarme a été égratigné par un militant du MRC? Alors pourquoi est-ce que vous pouvez penser que ce que nous ne faisons pas au Cameroun, nous devrions le faire en France? Mais il faut être sérieux. Je dis, il s'agit d'un procès politique et nous allons le démontrer. Il est temps, M. Biya a encore tout le temps pour arrêter cette procédure-là, comme il a d'ailleurs fait dans certaines... parce qu'en fait, c'est des procédures qui visent à intimider. Et le professeur Kamto, il a d'ailleurs dit
dans l'une de ses prises de parole publiques qu'il était préparé à ce genre de situation parce qu'il connaît le régime. Donc on ne pense pas. Moi, je me suis rendu compte que c'est plutôt l'effet boomerang qui est en train de se produire. Je n'avais jamais vu des militants du MRC aussi solidaires. J'ai vu des militants qui vont s'asseoir, font la cuisine, empaquettent le repas pour aller donner aux détenus. Des militants qui rassemblent de l'argent pour acheter des matelas pour aller donner aux détenus. J'ai jamais vu ça. Alors, Edmond Kamdia, comment on sort de cette... On n'est pas découragé. Comment on sort de cette situation qui est en train de polariser le paysage sociopolitique au Cameroun? Une des choses qui m'ont marqué pendant que dure cette affaire du MRC, c'est l'attitude de certains militants cadres du RDPC, notamment certains membres du comité central. Je pense au professeur Messanga Nyamding, qui a une opinion qui est très forte, qui est constante sur la question. Il demande, partout où il passe, dans les stations radio, dans les chaînes de télévision, qu'il faut libérer Maurice Kamto. Il faut libérer le professeur Fogué et toutes les autres personnes arrêtées, toute la centaine d'autres personnes arrêtées. Il met en avant plusieurs arguments qui sont principalement d'ordre politique et ensuite d'ordre juridique. J'insiste sur l'aspect politique parce que l'affaire est très politique de plus en plus. Il dit que cette affaire a beaucoup plus de motivation politique que juridique. Il estime que dans le cadre de l'apaisement, il est important pour l'image du Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur, de libérer le professeur Maurice Kamto et l'ensemble des personnes arrêtées. C'est ce que dit le professeur Messanga Nyamdine. À sa suite, il y a également un autre cadre du RDPC qui intervient régulièrement. Et récemment, je l'écoutais à Equinox Soir, Mouté Ambassa, qui a dit que dans cette affaire, finalement, par rapport au titre d'émergence, est-ce une erreur politique? Oui. Si je m'en tiens à la réponse donnée par M. Mouté Ambassa, il a déclaré que le RDPC est tombé dans le piège du MRC en donnant une occasion en or pour le MRC d'être connu, d'être médiatisé sur le plan national comme international et de faire surtout de Maurice Kamto un martyr qui risque de sortir de sa détention comme Nelson Mandela et avec toutes les conséquences politiques qui peuvent s'en suivre. Pour dire quoi? Que quand j'écoute ces cadres du RDPC qui ne sont pas des petits cadres, qui sont des gens très écoutés, je pense qu'il serait contre-productif pour le chef de l'État qui est président national du RDPC de laisser cette affaire continuer. Il faudrait éventuellement envisager un arrêt de poursuite pour l'image du Cameroun, sur le temps que l'ONU, à travers son secrétaire général, suit ce dossier de près, parce qu'il a discuté, il a eu une discussion forte en marge du 32e sommet de l'OUA à Addis Abeba, avec le Premier ministre du Cameroun qui représentait le chef de l'État. Et il y avait juste deux questions. Pourquoi l'affaire Maurice Kamto? Pourquoi a-t-il été détenu? Et la deuxième question, où en est-on avec la crise anglophone? Sur ces deux questions, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va faire un rapport au Conseil de sécurité et il faut s'attendre bientôt à des suites sur cette affaire. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Emmanuel Pensi, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Maître Frou Johnson. Merci également Joseph Elunga du Messager d'avoir fait le déplacement depuis Bafoussam pour Douala. Merci également Maître Sikati et Edmond Kamdia. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.